Film d'exploitation très commercial ou film d'auteur expérimental? Pur film de vengeance ultra-violent ou film extra-coleur? Film bassement misogyne ou prenant au contraire l'émancipation de son personnage principal? Voilà toutes les questions qui entourent Thriller, A Cruel Picture ou Crime à froid en français. Un film polémique, totalement censuré lors de sa sortie en Suède en 1973. Un film complètement bis, qui a évidemment inspiré le Kill Bill de Quentin Tarantino, que ce soit pour le personnage de Hell Driver ou dans le parcours vers la vengeance de l'héroïne Beatrix Kiddo. L'attention un peu déviante de l'auteur de Pulp Fiction ne pouvait qu'être attirée par ce film, quand on sait que son réalisateur, Bo Arne Vibenius, a voulu faire de Crime à froid le film le plus provocateur de l'histoire. The most fearful nightmares, the most cruel sights you have ever seen cannot match the shock of this motion picture experience. L'histoire de Crime à froid est très simple, une pure histoire de vengeance. They defiled her beauty, they robbed her of speech, they brutalized her body. And when they had finished, she used what was left to repay every blow with her own terrible kind of revenge. Le film est l'œuvre de Bo Arne Vibenius, et rien ne prédestinait ce réalisateur à commettre une œuvre aussi sulfureuse. Car Vibenius a suivi un parcours des plus classiques. Il intègre d'abord la Swedish Film School à Stockholm, puis devient assistant du maître Ingmar Bergman sur Persona et L'heure du loup. Il passe ensuite derrière la caméra pour de nombreuses publicités, puis réussit enfin à produire son premier long métrage, Comment Marie a rencontré Frédéric, un beau film sur l'enfance contant la fuite d'une petite fille et d'un petit garçon. Le film fait malheureusement un flop, et le réalisateur n'a alors plus un sou en poche. Pour se relancer, Bo Arne Vibenius engage alors ses dernières économies, souscrit un prêt et lance le projet Crime à froid. Pour minimiser les risques et attirer le spectateur en salle, il vise l'efficacité et va racoler directement le spectateur masculin en flattant ses bas instincts. Violence extrême, arts martiaux, course-poursuite, sexe, drogue. Le film pousse tous les potards à fond, de quoi créer la polémique, attirer le public et empocher la mise au box-office. La motivation de Vibenius, qui est aussi scénariste et producteur, semble donc très pécuniaire, ce qui ne va pas l'empêcher de réaliser une grande œuvre. Opportunisme de producteur et regard artistique de cinéaste peuvent tout à fait se combiner. Pour interpréter son héroïne badass, Vibenius fait appel à la cover girl la plus connue du pays, Christina Lindberg. Crime à froid va alors être un des films chocs les plus emblématiques de son époque, en épousant les codes d'un des sous-genres les plus polémiques du film d'horreur, le rape and revenge. Dans les années 70, aux États-Unis, et par ricochet dans le monde entier, de multiples sous-genres de l'horreur prennent leur essor. On ne parle plus de films d'horreur, mais de survival, de slasher, de vigilante movie, de home invasion. Chacun répond à des codes précis, permettant de reproduire des formules à l'infini, de multiplier les films et surtout de les vendre. Et, à l'intersection de tous ces sous-genres, on retrouve le rape and revenge, dont l'idée même est contenue dans le titre, un viol, suivi d'une vengeance. Toute la controverse du genre se retrouve dans cette structure binaire, avilissant violemment son personnage féminin, avant de lui donner la possibilité de reprendre en main son destin, dans une vengeance brutale. I don't like women giving me orders. La noirceur qui ressort de ces films est typique du cinéma des années 70, comme le précise David Didlot dans son livret Un genre maudit, le rape and revenge. Le rape and revenge est un genre parfaitement exemplaire de cette fameuse crise des valeurs qui travaillait en profondeur le cinéma des 70s. Depuis la fin des années 60, le danger et l'horreur ne sont plus exogènes à l'individu lambda, mais bien plutôt endogènes, couvant à l'intérieur de chacun, de tous, même de ceux qui semblent être des gens normaux. Le rape and revenge est en phase avec le désenchantement, le nihilisme de l'époque, mais pour trouver la véritable naissance du genre,
il faut aller chercher du côté du vieux continent, en Suède. Oui, chez celui dont Bo Arnvibenius fut l'assistant, Ingmar Bergman. Si le maître suédois est connu pour ses drames intimistes, flirtant parfois avec l'expérimental, il dérive également souvent vers l'étrange, vers l'horreur. Et avec La Source, l'adaptation d'un conte traditionnel suédois, il va poser en 1960 les bases du Rape and Revenge. L'histoire est simple. Une jeune fille innocente est attaquée, violée et tuée par 3 paysans de passage. Quand son père, interprété par Max von Sydow, découvre le drame, il se lance, fou de rage, dans une vengeance sanglante et l'horreur devient très expressionniste. En 1972, Wes Craven s'inspire alors du film de Bergman pour sa première œuvre, au budget minuscule, La dernière maison sur la gauche. La Source était le film d'un grand auteur, qui obtint même l'Oscar du meilleur film étranger. La dernière maison sur la gauche est une série B fauchée. Voilà pourquoi on peut considérer ce dernier comme le premier véritable Rape and Revenge, de par sa nature de film d'exploitation très opportuniste. Pur produit des 70s, posant une esthétique à la fois réaliste et ultra-violente qui marquera le genre, le film de Wes Craven sera donc repris, décliné, dans d'infinies variantes, dans les années 70 et 80. Si certains des films du genre prennent place dans un cadre urbain, la plupart se déroulent loin des villes, sur les routes, dans un train, et le plus souvent dans un cadre très rural. Ces Rape and Revenge se construisent sur une opposition claire, en mettant souvent en scène une héroïne venant de la ville et se retrouvant au cœur de la nature. Une écrivaine dans I Spit on Your Grave, une châtelaine dans La Source, des étudiantes dans La dernière maison sur la gauche, une jeune universitaire dans La Traque, des hommes d'affaires dans Délivrance, film entre le Rape and Revenge et le survival qui présente la particularité d'être un des rares films du genre à mettre en scène une victime masculine. Ces personnages, venus se ressourcer loin de leur quotidien, vont se retrouver confrontés, non à la nature elle-même, mais aux hommes y vivants, forcément agressifs. Le cadre naturel et l'opposition frontale entre innocence et monstruosité donnent au genre des airs de contes de fées réalistes. Des fables violentes, angoissantes, dans lesquelles des personnages quittent leur douillet foyer pour entrer dans la forêt et y rencontrer des créatures malfaisantes, des métaphores de la bestialité humaine. La quiétude de la nature ne fait alors que souligner plus encore les atrocités dont est capable notre espèce. Si la lecture sociale qu'on peut faire de ces récits peut être problématique, quand ils confrontent de façon parfois très binaire de gentils citadins civilisés à des campagnards dégénérés, il reste une constante. Ville ou campagne, l'homme est un loup pour la femme. Prolo ou notable, l'homme est un loup pour la femme. Et les jeunes héroïnes, les jeunes victimes, ne trouveront, comme réponse à leur malheur, que la loi du talion la plus primitive, la plus féroce. Dans son ouverture, Crime à froid prend la suite de ses prédécesseurs et installe clairement une dimension de conte de fées déviant, dans une scène aussi belle que cruelle, confrontant une petite fille à un ogre menaçant. Mais le film fait ensuite basculer les attendus du genre. Ce n'est pas une citadine qui se retrouve prise en chasse en pleine nature, mais une campagnarde qui va découvrir l'enfer de la ville. L'agresseur ne se présente pas au détour d'un bois, What the hell you think you're doing? mais sur le bord d'une route, avec un grand sourire, dans une belle voiture. Le grand méchant loup est bien dissimulé dans les atours de la réussite sociale, du citoyen modèle. Costume élégant, barbe bien taillée, habitué des beaux restaurants et vivant dans une magnifique demeure. Passé l'introduction, Bo Arnvibenius laisse ainsi de côté les oripeaux du conte pour se faire très factuel, très froid. Ici, l'antagoniste n'agresse pas directement l'héroïne, mais va la placer au cœur d'un réseau de prostitution. Dans ce film, le viol crapuleux,
habituelle dans le Rape and Revenge, est remplacée par une mécanique planifiée, organisée, rationalisée. Gör det bara som jag vill, så ska du få dina 2 sprutor om dagen. Le viol devient là un business, une entreprise comme une autre. Kamrin kommer om en liten stund. Var snäll emot honom. Dans le Rape and Revenge, la représentation du sexe est forcément au cœur du récit. Et Crime à froid est plus direct que ses contemporains en faisant le choix d'insérer de véritables scènes pornographiques dans son récit. Nous sommes au début des années 70, une époque charnière qui voit les corps, les chairs s'exposer directement sur le grand écran, via le gore évidemment, comme on l'a vu dans l'épisode sur la nuit des morts vivants, mais aussi via la pornographie, qui va envahir les salles obscures. Dans sa volonté de réaliser le film d'exploitation ultime, il aurait donc été étrange que Bo Arn Vibenius ne s'engouffre pas dans cette brèche. Le réalisateur va ainsi chercher à pulvériser les limites de la censure. Depuis la fin des années 50, partout dans le monde, la censure qui interdit toute représentation de la sexualité ou même de la nudité est battue en brèche. Comme le raconte très bien le livre Le Cinéma X, un ouvrage réalisé sous la direction de Jacques Zimmer, le Code Hays recule aux États-Unis quand en 1957, la Cour d'appel de New York statue, à propos du Jardin de l'Éden, un film naturiste, que la nudité en elle-même n'est pas obscène. De même, en 1960, The Immoral Mr. Tease, qui nous montre les fantasmes d'un cousin voyeur du Monsieur Hulot de Jacques Tati, est autorisé dans les circuits de distribution traditionnels. Car si le film est vu comme vulgaire, inutile et de mauvais goût, il n'est pas considéré comme pornographique par un tribunal de Philadelphie. En 1969, enfin, la sortie en salle du Blue Movie d'Andy Warhol, avec des scènes cette fois très explicites, lance l'âge d'or du porno. Viendront ensuite Gorge profonde et Derrière la porte verte en 1972, 2 énormes succès qui feront du genre une vraie poule aux œufs d'or. Mind if I smoke? While you're eating? No, not at all. Ce phénomène a lieu partout dans le monde. Au Japon, le Pinku Eiga, le cinéma érotique, prend d'assaut les salles dans les années 60. Concurrencé par l'arrivée massive des téléviseurs dans les foyers nippons, les producteurs cherchent ainsi à faire revenir les spectateurs en salle avec des sujets plus racoleurs. En France, avec un peu de retard, le cinéma érotique fait aussi fureur, avec notamment les 8 millions de spectateurs s'égayant devant Emmanuel en 1974. Cette année, un film français sur 3 sera érotique ou pornographique. Libéralisation de la censure, évolution des mœurs, mode venu des pays nordiques ou bien disent certains, conséquence de mai 68, le sexe envahit les écrans. Titres et affiches rivalisent d'audace. Aujourd'hui, un film comme Emmanuel, 2e année d'exclusivité, fait presque figure de pièce de musée. 13% de spectateurs l'an dernier, 15 et peut-être plus cette année. Pour les exploitants de salles malmenés par des années de crise, le chemin est tout tracé. L'avenir s'est teinté de rose. Bonjour madame. Bonjour Madame René, ça va? Oui, ben Qu'est-ce ça qu'on va. joue pour le moment dans votre cinéma? Eh ben, vous voyez, moi je vous les ai branlés. C'est bien? Oh, bah bien sûr, enfin, pour le quartier. Vous la regardez les films d'ici? Oh, bah oui, des fois, enfin, quand il y a des scènes qui sont un peu rigolotes, alors faut bien qu'on regarde un petit peu. Au début, faut dire le mot, ça va peut-être choquer un peu. Mais maintenant, ça me fait carrément rire. Ah, carrément rire. Pourquoi? Ben, parce que je me dis, quand même, faut tout de même pas de choses pour amuser les hommes. La popularité de la pornographie oblige les pouvoirs politiques à se positionner et, le 4 mars 1975, suite à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing un an plus tôt, le ministre de la Culture Michel Guy annonce la levée de tous les interdits en matière de censure cinématographique. Tous les films doivent pouvoir sortir sans distinction. Je ne me reconnais pas le droit d'interdire à des spectateurs adultes la possibilité de voir les films qu'ils désirent. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien là, c'est la fin du film. Nous passons actuellement, c'est des scènes un petit peu légères, bien entendu. Le porno aura alors quelques mois de liberté en hexagone avant que la création du label X ne lui impose de quitter les grands circuits de distribution pour retrouver le ghetto des salles spécialisées. Question sexe, la Scandinavie n'est pas en reste. Le Danemark, en 1969, est le premier pays à légaliser le cinéma pornographique. Et le 7e art se dévergonde également en Suède, avec notamment le scandale provoqué par les œuvres de Vilgot Sjöman.
491 tout d'abord, en 1964, un drame qui raconte la participation de 6 jeunes délinquants à une expérience dans laquelle ils doivent cohabiter dans un appartement. Le film va provoquer les foudres de la censure. Là, la censure se met en branle parce que dans ce film qui est adapté d'un roman, on va avoir une scène de viol très explicite pour le coup, pour l'époque une fois de plus. On va avoir une scène de bestialité, on va avoir une scène d'homosexualité criminelle. Donc là, l'obscène, on le touche en fait, on est vraiment dedans. Donc le film est interdit. C'est à cette époque aussi que l'Institut du film suédois est monté par Harry Schein, qui lui va beaucoup lutter contre la censure pour la liberté d'expression, ce qui va amener à la réétude du film 491, qui va ressortir, mais dans une version tronquée, avec le viol en moins et la scène de bestialité en moins également. En 1967, Vilgot Sjöman récidive avec Je suis curieuse, une radiographie de la société suédoise dans laquelle une jeune étudiante part ausculter son pays tout en découvrant les plaisirs de la chair. Le film est coupé au Royaume-Uni, censuré aux États-Unis, avant que la Cour suprême n'annule l'interdiction sur la base du premier amendement. In each city where Curious Yellow was shown, it's been surrounded by plenty of publicity and controversy. Probably the most was generated when Jackie Kennedy Onassis was seen leaving the movie. Now, here in Atlanta, this is probably the most publicity for the Lowe's Grand since Gone with the Wind premiered in 1939. Aidé par la controverse, le film devient un énorme succès, fait près de 500 000 entrées en France et prend même la tête du box-office US en novembre 1969, devenant le film étranger le plus rentable aux États-Unis. Le boom mondial de la pornographie, sa dépénalisation en Suède en 1971, vont alors donner des idées à Bo Arn Vibenius, qui ajoute donc des inserts porno dans son film. Entre le sexe et la violence, Crime à froid a dès lors tous les atouts pour attirer le public en salle. Mais, malgré les libertés de l'époque, la libéralisation des mœurs, le long métrage sera tout de même censuré, complètement interdit par le comité de censure suédois le 4 avril 1973 pour des raisons de sadisme répétées. Paradoxalement, cela fera les affaires de la réputation du film. 2 mois plus tard, en mai 1973, la promotion de Crime à froid s'expose sur de grandes affiches au Festival de Cannes, affirmant fièrement sa nature d'œuvre censurée. Des milliers de cache-œils sont distribués sur la croisette. Le film est montré à tous les acheteurs potentiels, en salle et en cassette vidéo. Et c'est Samuel Arkoff, avec sa fameuse boîte de production American International Pictures, qui achète les droits pour le monde entier. Il le distribuera dans une version expurgée de 20 minutes, mais le film a déjà conquis sa réputation sulfureuse et va vite être considéré, à juste titre, comme une des pierres angulaires du Rape and Revenge. Dans La Source et La dernière maison sur la gauche, la vengeance est accomplie par le père des victimes. Mais nombre de Rape and Revenge qui suivront vont transformer ce choix narratif en imposant l'idée d'une victime menant elle-même à bien sa vengeance, traquant ses bourreaux jusqu'à ce que mort s'en suive. Le Rape and Revenge, on est quand même essentiellement sur des productions et des réalisations masculines qui vont transposer une attitude très masculine sur une situation féminine. C'est-à-dire qu'il est avéré que dans la réalité, c'est extrêmement rare qu'il y ait des processus de vengeance chez une femme après un viol. C'est une attitude qu'on ne retrouve pas du tout, c'est une attitude qui est beaucoup plus masculine. Et c'est pour ça qu'on a cette transposition-là qui ne représente pas nécessairement la réalité. Donc ça en soi, c'est pas forcément un problème, c'est même plutôt assez intéressant à explorer. Dans la logique purement fictionnelle du genre, les héroïnes prennent en main leur récit. De simples éléments déclencheurs d'une histoire, elles deviennent actrices de leur destin. La dimension racoleuse du genre ne disparaît pas forcément. On peut toujours reprocher au genre de montrer avec complaisance des scènes de viol, sous prétexte que les bourreaux sont châtiés par la suite. Tout dépend alors du regard qui va être posé sur ces récits. La question de la représentation du viol est une des problématiques centrales du Rape and Revenge, et ce depuis les débuts du genre. La Source fait ainsi polémique, malgré le prestige de son réalisateur. Comme le raconte Denis Marion dans son livre sur Ingmar Bergman, lors de la sortie de La Source, un quotidien ouvrit une enquête. La représentation du viol était-elle indispensable ? La majorité des lecteurs répondit par la négative. De nombreuses questions se posent.
Comment filmer un tel acte? Comment en occulter la dimension érotique pour n'en saisir que la dimension horrifique? Le risque de tomber dans le voyeurisme malsain est une constante du genre. Car souvent, l'agression est filmée de la même manière qu'une scène de sexe classique. Plan large sur les ébats, gros plan sur les visages, insert, jusqu'à la jouissance de l'agresseur. Mais Crime à froid, hormis dans sa première scène, évite largement cet écueil. Les plans explicites ont été filmés après le tournage principal, la visée racoleuse est évidente, mais la volonté de Bo Arn Wibenius n'est pas vraiment d'exciter le spectateur. Det har Lär faktiskt Wibenius har sagt också, att de här filmerna skulle göras frånstötande och äckliga just för att man skulle förstå Madeleine eller Friggas handlande senare, varför hon ville ta en sån gruvlig hämnd på sina förövare. Numera så tycker de här scenerna är väldigt berättigade i filmen för att man ska förstå hennes agerande sedan. Nous ne pouvons évidemment pas vous montrer ces plans explicites ici. Ils seront donc remplacés par la très évidente métaphore hitchcockienne du train de la mort aux trousses, reprise dans Y a-t-il un flic pour sauver le président? La critique habituelle que l'on peut faire du porno, des gros plans gynécologiques qui montrent des acteurs comme de simples bouts de viande, est tout à fait pertinente dans Crime à froid. Mais, paradoxalement, ces plans explicites racontent parfaitement l'expérience du personnage. Ces derniers n'ont évidemment pas été tournés par l'actrice principale, Christina Lindberg, et leur insertion brutale dans le montage coupe net toute mise en valeur du rapport sexuel, la froideur de la mise en scène empêche toute bribe de sensualité, et la plupart des scènes X ne montrent pas un rapport dans son intégralité. Bo Arn Wibenius use souvent de simples fragments, un seul plan parfois, qu'il place au sein de séquences plus longues, cycliques, racontant méthodiquement la vie de Madeleine. Le montage du film nous confronte ainsi au quotidien morne et répétitif de l'héroïne. Apprentissage des arts martiaux, de la conduite, du tir, prise de drogue, insert porno, rétribution, insert porno, entraînement, insert porno, rétribution, tir, conduite, arts martiaux, insert porno. Il n'y a pas d'érotisation ici, mais une simple transaction, la description d'un quotidien difficile, le long voyage de l'héroïne vers la vengeance. Le rythme du film est dicté par les actions du personnage. Les Rape and Revenge se construisent essentiellement à la première personne, avec un puissant jeu d'identification. Et c'est évidemment le cas dans Crime à froid. La question du point de vue est au cœur du film de Bo Arn Wibenius. Et le réalisateur va énormément jouer avec un procédé très simple, la vue subjective. Cette figure de style pose une question évidente. Si on partage le regard d'un personnage, va-t-on également partager son ressenti? On pourrait le penser, mais c'est évidemment plus complexe que cela. Quand une scène nous propose uniquement un plan subjectif, l'identification se produit plutôt avec le personnage présent dans le champ, le personnage regardé donc. Car la vue subjective est ici synonyme d'inconnu, devient donc inquiétante, menaçante, et le spectateur se raccroche alors surtout à la réaction du personnage présent dans le plan. Dès lors, pour que l'identification advienne envers le personnage qui regarde, le spectateur a tout d'abord besoin de voir ce personnage. Sans visage auquel se raccrocher, l'empathie n'a pas sa place. Le champ contre champ devient alors la meilleure façon de figurer cela. Et Crime à froid joue énormément sur cette articulation. Champ contre champ. Dans ce film, l'héroïne est muette. Ses expressions corporelles, ses regards, doivent alors d'autant plus être mis en avant. Vad Wibenius då hade också noterat naturligtvis, det var ju att jag var rätt usel på repliker. Och därför så gjorde han ju den här flickan stum i filmen. Det var bra för mig, för då tog man bort det hindret. Så att jag kunde sätta fokus på kroppsagerandet. Som jag trots allt då vid det här laget var väldigt bra på. Si Madeleine craque parfois, son visage reste le plus souvent fermé, presque impassible, et c'est la mise en image qui va alors aider à traduire les affects du personnage. La caméra va sans cesse scruter son visage pour tenter de saisir des bribes d'émotion. Ainsi, le champ, les gros plans notamment, permettent au spectateur de capter ses réflexions, de plonger dans ses sensations.
et le contre-champ, les vues subjectives, permettent de saisir ses hésitations, ses déplacements, ses actions. Quand elle s'évanouit, nous sommes dans son regard, de même quand elle se réveille. L'articulation entre gros plans et vue subjective met donc le spectateur au cœur du ressenti du personnage. Les longs plans montrent son sens de l'observation, racontent un personnage méthodique, résilient, dont la vengeance sera implacable. La mise en image est ainsi organiquement liée à l'héroïne. La caméra à l'épaule colle à ses mouvements et déplacements, ne la lâchant pas d'une semelle. Le doute qu'elle ressent face à un autre personnage est symbolisé par un double mouvement latéral. Travelling et zoom traduisent violemment les chocs émotionnels qu'elle subit. Et quand Madeleine apprend une terrible nouvelle, elle lance un regard d'appel à l'aide vers le spectateur. La symbiose est alors totale entre le personnage et le public, et Bo Arn Vibenius va peu à peu faire de son héroïne une véritable icône. La transformation de Madeleine, entre le début et la fin de Crime à froid, est radicale. De petite fille campagnarde au regard fuyant, elle devient une figure ultra charismatique. Voiture rugissante, fusil à canon scié, long manteau et cache-œil évidemment, non pas héroïne, mais super-héroïne. Bo Arn Vibenius oublie le réalisme poisseux généralement à l'œuvre dans le Rape and Revenge pour privilégier une approche plus stylisée. Et le look de Madeleine, icône vengeresse, la rapproche alors d'une autre héroïne, Sasori, interprétée par Meiko Kaji dans La femme scorpion de Shunya Ito, sortie 1 an avant Crime à froid, en 1972. Un film qui, évidemment, compte également la vengeance de son personnage principal, dans une esthétique pop ébouriffante. Crime à froid est tout de même plus naturaliste, mais se permet une approche esthétique tout sauf conventionnelle, presque expérimentale même, non loin du film d'art, quand il s'agit de montrer Madeleine régler ses comptes. Pas de caméra à l'épaule fébrile, ou de mouvement de caméra appuyant les actions du personnage principal. Non, si la mise en image collait à son héroïne durant tout le film, la caméra prend alors du recul quand la vengeance s'accomplit enfin. Bo Arn Vibenius fait un choix étonnant, une fois de plus, en shootant ses scènes avec une caméra tournant à 3000 images secondes. Le ralenti est un classique des scènes d'action. Abel Ferrara en fera même le cœur du final de L'Ange de la Vengeance, mais Vibenius, lui, ne va pas jouer avec cette convention du ralenti emphatique. En effet, dans Crime à froid, l'extrême ralenti annihile paradoxalement presque tout mouvement, annihile en tout cas l'efficacité brute de l'action. La faiblesse du budget explique sans doute, de manière pratique, ce choix. Un gunfight est coûteux en temps, en argent, en préparation, en cascadeur. Avec ses 40 000 $ en poche, Vibenius n'avait sans doute pas la possibilité de chorégraphier d'amples scènes d'action. Il choisit donc ce parti pris très arty de l'ultra-ralenti, et on voit là, une fois de plus, comment opportunisme et réflexion peuvent aller de pair. De cette contrainte économique, il va en faire l'identité visuelle même de son film, en totale adéquation avec l'esprit de son héroïne. Madeleine est un personnage mutique, au visage fermé. Même lorsqu'elle accomplit sa vengeance, aucune émotion ne semble l'atteindre. Point de montée d'adrénaline dans l'action, elle reste simplement méthodique, efficace, exécutant froidement ses antagonistes. Madeleine se venge, mais ne semble en tirer aucune satisfaction, aucun soulagement. Elle demeure un personnage traumatisé, comme une icône dévitalisée. Alors qu'elle achève Tony, elle nous jette un dernier regard froid et s'en va, tout simplement. Cette conclusion achève de faire de Crime à froid un hybride étrange, tenant autant de la série béracoleuse que du film arrêt-essai expérimental, un prototype unique.